La dinde était parfaitement dorée. La sauce au canneberge brillait sous la lumière de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre de notre salle à manger, et mon estomac se tordait plus que de faim. J'étais assis en face de mes parents, Franck et Carole, pendant que mon jeune frère, Jake, coupait une autre tranche de viande blanche. La conversation avait été légère jusqu'à ce que je pose la question qui me rongeait depuis des semaines. « Est-ce que l'hôpital a déjà envoyé mon rendez-vous pour l'opération ?» ai-je demandé en posant mon verre d'eau. Mes parents ont échangé un regard avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. « Ils l'ont envoyé la semaine dernière, Tommy. » Ma mère a hoché la tête en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. « Mais nous avons utilisé l'argent de ton opération pour la fête d'anniversaire de Jake. Il n'a qu'un anniversaire par an. » J'ai posé ma fourchette, le bruit métallique résonnant dans le silence soudain. « Alors, je suppose que vous ne savez toujours pas qui a vraiment besoin de l'opération. » Leurs visages ont immédiatement pâli. « Alors, qui est-ce » Le silence s'est étendu sur notre table de salle à manger comme une faille, prête à tout faire éclater. Jake a cessé de mâcher, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche, tandis que mes parents me fixaient avec des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Une confusion pure mêlée à une peur naissante. « De quoi parles-tu, Tommy ?» a murmuré ma mère, sa voix à peine audible au-dessus du tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, étudiant le visage de mon frère alors que la prise de conscience se dessinait sur ses traits. Le léger grincement de dents quand il changeait de poids. La façon dont il avait favorisé son côté droit toute la soirée, le flacon de médicaments que je l'avais aperçu en train de fourrer dans la poche de sa veste à mon arrivée. « Jake vous le cache depuis des mois, » ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête qui grondait dans ma poitrine. « N'est-ce pas, petit frère ?» Le teint de Jake est devenu cendré, assorti à la couleur des assiettes en porcelaine de notre grand-mère. Il a posé sa fourchette avec des doigts tremblants. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a-t-il marmonné, mais ses yeux l'ont trahi. Ils se sont dirigés vers les escaliers, vers sa chambre, où je savais qu'il gardait ses dossiers médicaux cachés sous son matelas. Il y a 3 mois, ai-je continué, observant attentivement les visages de mes parents. Vous vous souvenez quand Jake est tombé du toit des Henderson? Vous pensiez qu'il était juste encore ivre, titubant dans leur jardin après cette fête? Mais il ne s'est pas seulement fait une ecchymose à l'ego cette nuit-là. Le front de mon père s'est plissé. Il a dit qu'il allait bien. Un peu endolori, mais rien de grave. Tommy, arrête, appelait des Jake, une panique authentique s'insinuant dans sa voix. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas après avoir passé les 11 derniers mois à travailler 60 heures par semaine chez Peterson & Auto Repair. Mes mains gercées et saignantes à cause de l'huile moteur et du métal, économisant chaque centime pour mon opération de hernie discale. Pas après avoir vu mes parents dépenser 12 000 $ pour une fête d'anniversaire qui a duré 4 heures. Montre-leur tes flacons de médicaments, Jake, ai-je dit doucement. Ce que tu caches dans ton vieux gant de baseball, l'oxycodone, les relaxants musculaires, les anti-inflammatoires. Ma mère a haleté, sa main volant à sa gorge. Jake, est-ce vrai? La respiration de Jake est devenue superficielle, et je l'ai regardé lutter pour maintenir son sang-froid. Le frère qui avait toujours été leur enfant chéri, leur fierté et leur joie, leur investissement dans l'avenir, celui qui ne pouvait faire aucun mal pendant que je grattais, économisais et sacrifiais. « Comment savais-tu » a-t-il murmuré. « Parce que je te vois souffrir depuis des semaines » ai-je répondu, sentant ma colère monter comme la pression dans une chaudière. « Je t'ai vu prendre des pilules avant le petit déjeuner. Je t'ai vu t'agripper à la rampe d'escalier comme si ta vie en dépendait. J'ai remarqué que tu pouvais à peine soulever un gallon de lait sans que ton visage ne se contorsionne d'agonie. » Je me suis tourné vers mes parents qui étaient assis, figés sur leur chaise. « Et je vous ai vus tous les deux l'ignorer parce que le reconnaître signifierait admettre que votre précieux fils n'est pas parfait. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Nous ne savions pas, Tommy. Nous n'avions aucune idée qu'il souffrait. Vous ne vouliez pas savoir, l'ai-je corrigé. Tout comme vous ne vouliez pas savoir que je faisais des doubles gardes depuis Noël dernier, que je sautais des repas, que je conduisais une voiture avec 200 000 miles au compteur parce que je ne pouvais pas me permettre les réparations. Tout ça pour que je puisse réparer une blessure au dos qui s'est produite sur le chantier de construction que vous m'aviez dit de quitter parce que l'université était plus importante. » Jake a essayé de se lever, mais ses jambes ont légèrement fléchi et il s'est agrippé au bord de la table pour se soutenir. Le mouvement a provoqué un spasme si violent dans son dos qu'il a crié involontairement. « Jésus » a soufflé mon père, voyant enfin ce qui était sous ses yeux depuis des mois.
Ça a commencé par une douleur sourde, a admis Jake, sa voix se brisant, après la chute. Je pensais que ça passerait, mais ça a empiré chaque semaine. Je peux à peine dormir. Je ne peux pas me concentrer. J'achète des analgésiques à Danny Morrison parce que j'avais trop peur de vous le dire. Mon cœur s'est un peu brisé malgré ma colère. Jake avait 25 ans. Mais à ce moment-là, il ressemblait au petit garçon effrayé qui venait se glisser dans mon lit pendant les orages. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» a demandé ma mère, tendant la main vers lui, mais s'arrêtant net. « Parce que vous avez passé les 5 dernières années à dire à tout le monde à quel point vous étiez fier de moi, » a dit Jake, les larmes coulant sur ses joues. Comment j'allais devenir quelqu'un? Comment j'étais différent des autres enfants de mon âge? Comment pouvais-je vous dire que je suis tout aussi brisé que tout le monde? J'ai senti la montée familière de ressentiment qui avait été ma compagne constante depuis l'enfance. Même dans son moment de confession, Jake était toujours la victime, toujours celui qui méritait sympathie et compréhension. « Tu veux connaître la différence entre nous, Jake ?» ai-je demandé en me levant de ma chaise. Quand je me suis blessé, je suis quand même allé travailler. J'ai économisé mon argent. J'ai programmé mon opération. J'ai pris la responsabilité de régler mes problèmes. Tu t'es blessé et tu as décidé de noyer ta douleur dans la fête et de laisser tout le monde gérer les conséquences. Ce n'est pas juste, Tommy, a protesté ma mère. Juste? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Ce qui est juste, c'est que la personne qui a vraiment besoin d'une opération l'obtienne. Et l'IRM de Jake montre 3 hernies discales et une compression de la colonne vertébrale qui pourrait le laisser paralysé si ça s'aggrave. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse de Jake. « Comment sais-tu pour son IRM ?» a demandé mon père. « Parce que je l'ai conduit pour la passer la semaine dernière quand il s'est effondré dans son appartement, » ai-je répondu. « C'est moi qui me suis occupé de ça pendant que vous planifiez sa fête d'anniversaire. » Le visage de Jake s'est complètement décomposé. « Je suis désolé, Tommy. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas comment leur dire. Je ne savais pas comment demander de l'aide. » Mais avant que je puisse répondre, les genoux de Jake ont complètement cédé, et il s'est écrasé sur le sol, son dos se contractant dans un spasme si violent que son cri a résonné sur les murs de notre salle à manger. Le bruit de Jake heurtant le parquet a déclenché quelque chose en moi, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Au lieu de me précipiter pour l'aider, je me suis retrouvé à penser avec une clarté cristalline pour la première fois depuis des mois. Alors que mes parents se précipitaient aux côtés de Jake, leurs voix aiguës et paniquées, je me suis dirigé calmement vers le bureau de mon père. « Tommy, où vas-tu » a appelé ma mère. « Nous devons appeler le 911. »« Jake ira bien dans quelques minutes » ai-je répondu en ouvrant le classeur où mon père gardait ses dossiers financiers. Sa douleur vient par vagues. Ce n'est pas la première fois que je le vois comme ça. J'avais pensé à ce moment pendant des semaines, depuis que j'avais découvert que mes parents avaient accès à mon compte en banque de l'époque où je vivais à la maison pendant mes études universitaires. Le compte que je n'avais jamais fermé parce qu'il était plus facile d'y déposer mes chèques de paie. Le compte qui aurait dû contenir 15 000 $ à ce jour, pas les 3 000 que j'ai vus sur mon dernier relevé. Mes mains tremblaient légèrement alors que je sortais les relevés bancaires et les rapports de crédit. Mes parents étaient tellement concentrés sur Jake qui se tordait de douleur sur le sol de la salle à manger qu'ils ne m'ont pas remarqué en train d'étaler des documents sur le bureau en acajou de mon père. La première irrégularité a sauté aux yeux immédiatement. 15 juillet, retrait de 2800 $. Le même jour, Jake avait posté des photos de la compte de sa nouvelle voiture sur les réseaux sociaux. 3 septembre, un autre retrait de 1500 $. Les manuels universitaires de Jake qu'il prétendait avoir besoin pour son dernier semestre. Mais plus je creusais, plus je me sentais mal. Mars de l'année dernière, 3 000 $. Le montant exact que Jake avait dépensé pour son voyage de vacances de printemps à Canquin. Octobre, 4 000 $, correspondant au paiement de la moto de Jake dont il s'était vanté auprès de nos voisins. « Tommy, qu'est-ce que tu fais là-dedans » La voix de mon père venait de la salle à manger. « Je découvre combien vous m'avez volé » ai-je répondu en sortant mon rapport de crédit. Le rapport montrait des prêts que je n'avais jamais demandés. Une carte de crédit à mon nom avec un solde de 8 000 $. Un prêt personnel de 12 000 $ que j'aurais soi-disant contracté en mai. Tous portant ma signature falsifiée. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Ma colère se transformant en froide détermination.
des années à me demander pourquoi mes économies augmentaient si lentement malgré mes heures supplémentaires constantes. Des années à me sentir coupable de ne pas contribuer davantage à la famille alors que Jake vivait comme un héritier avec un salaire de mécanicien automobile. Quand je suis retourné dans la salle à manger, Jake était de nouveau assis sur sa chaise, sa respiration revenant lentement à la normale. Mes parents m'ont regardé avec des expressions pleines d'espoir, comme si j'avais pu aller chercher des analgésiques. Au lieu de cela, j'ai placé les relevés bancaires sur la table à côté du plat de dinde. Lecture intéressante, ai-je dit en me rasseyant. Papa, tu veux expliquer ce schéma de retrait, ou devrais-je commencer par les comptes de crédit que vous avez ouverts à mon nom? Le visage de mon père a perdu toute couleur. Tommy, je peux expliquer. S'il te plaît, fais-le, ai-je dit en étalant les documents pour que tout le monde puisse les voir. Commence par le prêt auto. Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais pas que tu as co-signé pour la Honda de Jake en utilisant mon historique de crédit? Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle prenait l'un des relevés bancaires. Nous allions te rembourser, a-t-elle murmuré. Quand, ai-je demandé. Avant ou après avoir utilisé mon fonds d'opération pour la fête d'anniversaire de Jake? Jake regardait les papiers avec une horreur croissante. Maman, papa, qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait? Nous t'aidions à construire ton avenir, a dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Ton frère a un emploi stable. Il pouvait se permettre d'aider la famille. En me volant, ai-je demandé. En falsifiant ma signature sur des documents de prêt? En dépensant l'argent que j'ai gagné de mes propres mains tout en me disant que je devais être plus responsable avec mes finances? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire mes notes. 5 juin 2022, vous avez retiré $800, le même jour où Jake avait besoin d'argent pour son abonnement à la salle de sport. 12 septembre, $1 200 pour l'ordinateur de Jake. 20 décembre, $2 000 pour les dépenses de vacances de Jake. À chaque date, l'expression de Jake devenait plus affligée. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement. Je pensais que vous m'aidiez avec votre propre argent. Bien sûr que tu n'as pas posé de questions, ai-je répondu. Pourquoi l'aurais-tu fait? Il est plus facile de prendre que de gagner. Ma mère s'est levée brusquement, marchant vers la fenêtre. Nous pensions que tu comprenais que la famille s'entraide. Jake avait besoin de soutien pour s'établir. Tu travaillais déjà, tu étais déjà stable. Stable? J'ai ri amèrement. Savez-vous pourquoi je mange des nouilles ramen pour dîner 4 soirs par semaine? Pourquoi je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans? Pourquoi je conduis une voiture qui tombe en panne tous les 2 mois? Parce que vous avez systématiquement vidé mes comptes pour financer le style de vie de Jake. La porte d'entrée s'est ouverte et la voix de Sarah a retenti depuis le hall. Bonjour, Tommy. Ta mère a dit que je pouvais entrer directement. Ma petite amie est apparue dans l'embrasure de la porte de la salle à manger. Sa blouse d'infirmière encore sur elle après son service à Merci Général. Elle a évalué la scène, des documents éparpillés sur la table, Jake pâle et secoué sur sa chaise, mes parents l'air coupables et piégés. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé en venant se tenir à côté de ma chaise. Mes parents ont volé mon fonds d'opération, ai-je dit simplement. Depuis des années, apparemment. La formation de Sarah a immédiatement pris le dessus. Elle s'est agenouillée à côté de Jake, vérifiant son pouls et examinant sa posture. Tu souffres beaucoup, a-t-elle observé. Depuis combien de temps ça dure? 3 mois, a admis Jake. Peut-être plus. Sarah a levé les yeux vers mes parents. Et vous n'avez pas remarqué que votre fils souffrait de ce qui semble être une grave blessure à la colonne vertébrale? Nous pensions qu'il s'adaptait juste à la vie d'adulte, a dit faiblement ma mère. Sarah s'est levée, son expression professionnelle mais froide. Tommy me parle de ses difficultés financières depuis des mois. Il saute des repas pour économiser de l'argent pour son opération. J'ai proposé de l'aider, mais il a insisté pour payer de sa poche. Elle a pris l'un des relevés bancaires. Maintenant, je comprends pourquoi il avait des difficultés. Mon père a tenté de limiter les dégâts. Sarah, tu ne comprends pas la dynamique de notre famille. Tommy a toujours été le responsable. Nous savions qu'il pouvait gérer. Gérer le fait que son argent soit volé? A demandé Sarah sèchement. Gérer le fait de s'épuiser au travail pendant que vous financiez les fêtes de Jake? Ce n'étaient pas des fêtes, a protesté ma mère. Nous investissions dans l'avenir de Jake, son potentiel.
Quel potentiel, ai-je demandé en me levant. Jake a abandonné l'université 3 fois. Il n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Il passe tous ses week-ends dans des bars ou des fêtes. Dans quoi investissiez-vous exactement? Le visage de Jake s'est décomposé. Je n'ai jamais obtenu mon diplôme, a-t-il murmuré. L'aveu a frappé la pièce comme un coup physique. Quoi, a demandé mon père. Je n'ai jamais fini l'université. J'ai abandonné il y a 2 ans. Je vous ai menti, en vous disant que je suivais des cours alors qu'en réalité, j'étais juste, je ne sais pas, en train d'essayer de trouver ma voie. L'argent que vous m'avez donné pour les frais de scolarité, je l'ai utilisé pour autre chose. Ma mère s'est affalée sur sa chaise. 2 ans? Tu nous as menti pendant 2 ans. Je ne pouvais pas vous décevoir à nouveau, a dit Jake, les larmes coulant librement maintenant. Vous étiez si fier quand je me suis inscrit. Vous avez dit à tout le monde que j'allais être le premier diplômé universitaire de notre famille. Je ne pouvais pas vous enlever ça. Sarah a sorti son téléphone. Je vais vous montrer quelque chose, a-t-elle dit en ouvrant son application bancaire. C'est mon compte d'épargne, 15 000 $. Je l'ai mis de côté pour aider Tommy avec les frais médicaux parce que j'étais inquiète de voir à quel point il se serrait la ceinture financièrement. Elle a regardé directement mes parents. Je gagne 38 000 $ par an en tant qu'infirmière diplômée. J'ai réussi à économiser autant en 18 mois en budgétisant soigneusement et en vivant selon mes moyens. Tommy gagne 45 000 $ en tant que mécanicien. Comment est-il possible qu'il ait moins économisé que moi, à moins que quelqu'un n'ait pris son argent? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Mon père s'est raclé la gorge. Nous allions te le dire finalement, à propos des prêts. Nous pensions que tu comprendrais une fois que Jake serait établi et pourrait te rembourser. Avec quel travail? Ai-je demandé. Quel revenu? Quelle compétence? Vous l'avez encouragé à être complètement dépendant de vous tout en me faisant payer le privilège d'être responsable. J'ai rassemblé tous les documents et je me suis dirigé vers la porte. Je rentre chez moi pour déterminer exactement combien vous m'avez volé. Et ensuite, je déciderai si j'implique la police ou si je vous coupe simplement de ma vie. Tommy, attends, a appelé ma mère. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. Je me suis retourné pour les regarder. La famille ne se vole pas entre elles. La famille ne falsifie pas de signature, et la famille ne ment pas à ce sujet pendant des années en regardant un enfant lutter pour payer des soins médicaux dont il a désespérément besoin. Alors que je prenais ma veste, Jake a parlé une dernière fois. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a-t-il dit doucement. Les documents de prêt. J'en ai signé certains aussi. Papa m'a dit que tu avais accepté de m'aider et que je devais juste co-signer comme formalité. Ma main s'est figée sur la poignée de la porte. Quel document de prêt? Jake a sorti son téléphone et a fait défiler ses SMS. Le prêt sur valeur domiciliaire contre la maison, 15 000 $. Papa a dit que tu voulais aider avec les rénovations de la maison et qu'il était plus facile d'utiliser la maison comme garantie. Sarah et moi avons échangé un regard. Tommy, a-t-elle dit prudemment. Quelle rénovation? J'ai regardé autour de notre salle à manger, notant le même papier peint délavé, le même tapis usé, les mêmes luminaires qui étaient là depuis mon enfance. Il n'y a pas eu de rénovation, ai-je dit lentement, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la profondeur de la tromperie de mes parents dépassait de loin tout ce que j'avais imaginé. La révélation sur le prêt sur valeur domiciliaire m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. J'ai fixé Jake, essayant de digérer ce qu'il venait d'admettre, quand soudain son visage s'est contorsionné d'agonie et il a basculé en avant sur sa chaise. Jake, a crié ma mère. Ce n'était pas comme l'épisode précédent. Le dos de Jake s'est arqué de manière anormale, ses mains griffant la table alors que des vagues de spasmes déchiraient sa colonne vertébrale. Sa respiration était courte, désespérée, et quand il a essayé de parler, seuls des sons étranglés sont sortis. Sarah s'est immédiatement mise à genoux à côté de lui, sa formation médicale prenant complètement le dessus. Appelez le 911 tout de suite, a-t-elle ordonné, ses mains soutenant doucement la tête et le cou de Jake. Ce n'est pas un spasme musculaire normal. J'ai cherché mon téléphone à tâtons pendant que mes parents restaient figés de terreur. 911, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'une ambulance au 15 Oak Street, ai-je dit, surpris par le calme de ma voix. Homme de 25 ans avec une grave blessure au dos, subissant ce qui semble être une crise vertébrale. Sarah parlait à Jake d'un ton bas et rassurant.
Essaie de rester aussi immobile que possible. Ne lutte pas contre la douleur. Respire simplement à travers. L'aide arrive. Mais l'état de Jake se détériorait rapidement. Ses jambes ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Et quand Sarah lui a demandé de bouger ses orteils, rien ne s'est passé. Je ne sens pas mes pieds, a murmuré Jake, la panique s'insinuant dans sa voix. Sarah, je ne sens plus rien en dessous de mes genoux. L'ambulance est arrivée en 8 minutes, mais ces 8 minutes ont semblé des heures. Les ambulanciers ont travaillé efficacement, stabilisant le cou et la colonne vertébrale de Jake avant de le transférer soigneusement sur un brancard. Sarah l'a accompagné pendant que je suivais mes parents à l'hôpital Merci Général. La salle d'urgence était un tourbillon d'activité. Jake a disparu derrière des rideaux pendant que nous étions assis dans la salle d'attente, les néons stériles bourdonnant au-dessus de nos têtes. Ma mère alternait entre les pleurs et les prières tandis que mon père fixait d'un air absent les dalles de moquette usées. Le docteur Martinez, le médecin traitant, est sorti après ce qui a semblé une éternité. « Êtes-vous la famille de Jake ?» a-t-il demandé. « Oui », a dit mon père en se levant rapidement. « Comment va-t-il » Le docteur Martinez a consulté son dossier. « Votre fils a une grave compression de sa colonne lombaire avec un risque de lésion nerveuse. Nous devons opérer dans les 12 à 18 prochaines heures pour éviter une paralysie permanente. » Les jambes de ma mère ont cédé et elle s'est effondrée sur la chaise en plastique. « Quel genre d'opération » ai-je demandé. « Décompression et fusion vertébrale. Nous devrons retirer le matériel discal endommagé et stabiliser les vertèbres. C'est une procédure complexe, mais nécessaire pour restaurer la fonction de ses membres inférieurs. » Mon père a hoché la tête. « Tout ce dont il a besoin. Quand pouvez-vous la programmer ?» Le docteur Martinez a semblé mal à l'aise. « Je dois vous parler de la couverture d'assurance. La police de votre fils semble avoir expiré. » « Expiré ?» a demandé ma mère. « Que voulez-vous dire ?» Une coordinatrice financière est apparue à côté du docteur Martinez, portant une tablette et affichant une expression sympathique mais professionnelle. « Je suis Jennifer Walsh des services financiers aux patients, » a-t-elle dit en s'asseyant en face de nous. L'assurance de Jake a été annulée il y a environ 2 mois pour non-paiement des primes. Le visage de mon père est devenu blanc. C'est impossible. Nous avons mis en place des paiements automatiques. Le compte sur lequel les paiements étaient prélevés a été fermé en août, a expliqué doucement Jennifer. La compagnie d'assurance a envoyé plusieurs avis avant d'annuler la police. J'ai ressenti cette froide prise de conscience familière s'installer dans mon estomac. Quel compte a été fermé en août ? Jennifer a consulté sa tablette. Le compte chèque joint se terminant par 4792. Je connaissais ce numéro de compte. C'était le fonds d'urgence que mes parents avaient maintenu pour les dépenses médicales de la famille. Le compte qu'ils m'avaient dit être spécifiquement pour des situations comme celle-ci. Où est passé cet argent, ai-je demandé directement à mon père. Il ne pouvait pas croiser mon regard. La fête d'anniversaire de Jake était plus chère que prévu. Le lieu, le traiteur, le groupe. Vous avez dépensé l'argent des primes d'assurance pour une fête, a demandé Sarah, qui nous avait rejoint après avoir fait sa déposition sur l'état de Jake. Nous pensions pouvoir le remplacer avant que le prochain paiement ne soit dû, a dit faiblement ma mère. Jennifer s'est raclé la gorge. L'opération coûtera environ 50 000 $ si elle est pratiquée en urgence. Si nous pouvons retarder jusqu'à ce qu'un lit de charité se libère, le coût serait considérablement réduit, mais l'attente pourrait être de plusieurs semaines. Le docteur Martinez a secoué la tête. Je ne recommande pas d'attendre. La compression est suffisamment sévère pour que chaque jour augmente le risque de dommages permanents. J'ai regardé mes parents, les observant aux prises avec les conséquences de leur irresponsabilité financière. Jake pourrait être paralysé à vie parce qu'ils n'ont pas pu résister à l'envie d'organiser une fête d'anniversaire extravagante. Quelles sont nos options ? A demandé mon père. Jennifer a sorti plusieurs formulaires. Vous pouvez demander une aide financière d'urgence, ce qui prend 3 à 5 jours ouvrables pour être traité. Vous pouvez organiser des plans de paiement, bien qu'ils nécessitent des acomptes substantiels. Ou vous pouvez payer l'intégralité avant l'opération. Quel montant d'acompte ? A demandé ma mère. 25 000 $. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mes parents se sont regardés, puis m'ont regardé, puis ont regardé Sarah, comme si l'un de nous pouvait produire magiquement cette somme d'argent. Tommy,
a dit doucement mon père. Tu as un bon crédit. Peut-être que tu pourrais contracter un prêt. Je me suis levé brusquement. Tu es sérieux? Après tout ce que tu as fait, tu veux que je m'endette pour régler ça? C'est ton frère, a plaidé ma mère. Et vous êtes ses parents, ai-je répondu. C'est vous qui avez volé l'argent qui aurait pu payer cette opération. C'est vous qui avez dépensé l'argent de ces primes d'assurance pour une fête. C'est vous qui avez créé cette situation. Sarah a posé sa main sur mon bras. Tommy, a-t-elle dit doucement. J'ai l'argent. Mes économies pourraient couvrir la compte. Je me suis retourné pour la regarder fixement. Absolument pas. Ce n'est pas ta responsabilité. Mais ce n'est plus vraiment une question de responsabilité, a-t-elle dit. C'est une question de vie de Jake. Il pourrait être paralysé. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Sarah était prête à sacrifier toutes ses économies pour mon frère. Le même frère qui ne lui avait jamais montré qu'une indifférence polie. Le même frère qui avait bénéficié sans le savoir d'années d'argent volé. J'ai besoin d'air, ai-je dit en me dirigeant vers la sortie. La soirée de novembre était fraîche et claire. Je me suis assis sur un banc en béton et j'ai essayé de penser clairement. Jake était allongé dans un lit d'hôpital, faisant peut-être face à un handicap permanent. Mes parents avaient créé cette crise par des années d'égoïsme et de mauvaises décisions. Sarah était prête à tout sacrifier pour aider quelqu'un qui n'était même pas de sa famille, et c'était à moi de décider si je devais encourager le comportement de mes parents une fois de plus ou laisser mon frère subir les conséquences de leur choix. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jake. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à convaincre une infirmière de le laisser l'envoyer. Tommy, ne te blâme pas pour ça. Je sais ce qu'ils t'ont fait. J'ai tout enregistré sur mon téléphone avant l'arrivée de l'ambulance. Ils ne peuvent plus mentir. Ne te sacrifie pas, ni Sarah, pour leurs erreurs. Je t'aime, mon frère. J'ai fixé le message, réalisant que Jake était plus conscient de la dynamique de notre famille que je ne le pensais. Et plus important encore, il avait la preuve des aveux de nos parents. Je me suis levé et je suis retourné à l'hôpital. Mais au lieu d'aller dans la salle d'attente, je suis allé au bureau d'information. J'ai besoin de parler au service financier des patients, ai-je dit. Et je dois passer quelques appels. Il était temps de forcer mes parents à faire face à toute la vérité sur leur situation financière. J'ai passé 45 minutes dans la salle de consultation familiale de l'hôpital, utilisant leur téléphone et leur Wi-Fi pour mener les recherches les plus importantes de ma vie. Pendant que mes parents étaient assis dans la salle d'attente, croyant que j'organisais le financement de l'opération de Jake, je découvrais en fait l'étendue de leur tromperie. Le premier appel que j'ai passé était au service de lutte contre la fraude de ma banque. Après avoir expliqué la situation et fourni les numéros de documentation des papiers que j'avais photographiés, le représentant m'a guidé à travers chaque transaction non autorisée des 3 dernières années. Monsieur Tommy, d'après ce que je vois ici, vous avez des motifs pour de graves accusations de fraude, a déclaré le représentant de la banque. Ces signatures ne correspondent pas à votre carte de signature authentifiée, et plusieurs de ces prêts montrent des preuves de vol d'identité. Et le prêt sur valeur domiciliaire que Jake a mentionné, ai-je demandé. Laissez-moi vérifier ce compte. Il y a eu une pause pendant qu'elle tapait. Ce prêt a été approuvé pour 65 000 $, pas 15. Il a été entièrement décaissé il y a 6 mois. Mon estomac s'est noué. 65 000 $. Qu'est-il arrivé aux 50 000 $ restants? Je ne peux pas fournir de détails par téléphone, mais je peux vous dire que les fonds ont été transférés sur plusieurs comptes, dont certains semblent être des portefeuilles d'investissement. Des portefeuilles d'investissement. Mes parents avaient contracté un prêt massif contre leur maison, dit à Jake que c'était pour 15 000 $ de rénovation, et investi le reste tout en utilisant l'argent de mon opération pour sa fête d'anniversaire. Mon deuxième appel était au bureau de l'évaluateur du comté. Les registres publics montraient que mes parents possédaient non seulement notre maison familiale, mais aussi une propriété locative sur Maple Street qui générait 1 200 $ par mois de revenus, une propriété dont je n'avais jamais connu l'existence. Le troisième appel était à Edward Financial Services, le cabinet dont j'avais trouvé la carte de visite dans le tiroir du bureau de mon père. Eddie Hartwell à l'appareil, a répondu une voix joyeuse. Monsieur Hartwell, c'est Tommy Thompson. Je crois que vous gérez les comptes d'investissement de mes parents, Frank et Carol Thompson. Tommy, bien sûr. Vos parents parlent de vous tout le temps. Êtes-vous enfin prêt à commencer à investir une partie de votre argent durement gagné?
Mon sang s'est glacé. Mes parents parlent de moi. Oh, oui. Ils sont très fiers de votre sens des responsabilités. Franck disait encore la semaine dernière que vous faisiez des heures supplémentaires pour payer des frais médicaux. Un vrai renforcement du caractère, a-t-il dit. Pas comme ces jeunes qui s'attendent à ce que tout leur soit donné. J'ai serré le téléphone plus fort. M. Hartwell, pouvez-vous me donner la valeur actuelle du portefeuille de mes parents? Eh bien, je ne peux pas donner de chiffres exacts sans autorisation, mais ils s'en sortent plutôt bien. Les fonds communs de placement et les investissements indiciels ont très bien performé cette année. De plus, avec ce flux de revenus immobiliers et le récent dépôt de leurs prêts sur valeur domiciliaire, j'estimerais qu'ils sont assez confortables, probablement près de 200 000 $ d'actifs totaux. 200 000 $. Mes parents avaient pleuré la misère tout en étant assis sur une fortune qui aurait pu couvrir les opérations de GEC et la mienne plusieurs fois. Le récent dépôt que vous avez mentionné, ai-je dit prudemment. Du prêt sur valeur domiciliaire, 50 000 $ investis dans un portefeuille équilibré au printemps dernier. Un coup intelligent, vraiment. À leur âge, ils avaient besoin de quelque chose qui génère de meilleurs rendements qu'un compte d'épargne. J'ai remercié Monsieur Hartwell et j'ai raccroché, les mains tremblantes de rage. Sarah m'a trouvé 20 minutes plus tard, toujours assis dans la salle de consultation avec des pages de notes étalées sur la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. « Des preuves, ai-je dit simplement. Mes parents ne sont pas fauchés, Sarah. Ils ne sont même pas près de l'être. » Je lui ai expliqué tout ce que j'avais découvert. La propriété locative cachée, les comptes d'investissement d'une valeur de 200 000 $, le prêt sur valeur domiciliaire sur lequel ils avaient menti, le vol systématique de mes comptes pendant qu'ils accumulaient secrètement des richesses. Ils ont joué aux pauvres tout en construisant un portefeuille d'investissement, ai-je dit. Ils ont contracté un prêt de 65 000 $, ont dit à GEC que c'était pour 15 000 $ de rénovation, ont investi les 50 000 $ restants et ont utilisé l'argent de mon opération pour sa fête d'anniversaire parce qu'ils ne voulaient pas toucher à leurs propres actifs. Sarah a regardé les documents. Je n'arrive même pas à traiter ce niveau de manipulation. C'est pire que ça, ai-je dit en lui montrant mes notes de l'appel avec leur conseiller financier. Selon Monsieur Hartwell, ils se sont vantés de mon éthique de travail et de ma responsabilité financière. Ils pensent que c'est bon pour mon caractère de lutter pendant qu'ils vivent confortablement de mon argent volé. L'expérience d'infirmière de Sarah lui avait appris à rester calme dans les situations de crise. Mais j'ai vu son sang-froid professionnel se fissurer. Ils t'ont regardé sauter des repas et conduire une voiture qui tombe en panne tout en étant assis sur 200 000 $, a-t-elle demandé. Et en riant, apparemment. Le conseiller financier a dit qu'il pense que c'est bon pour les jeunes d'apprendre la valeur du travail acharné. J'ai rassemblé tous les documents et je me suis levé. Allez, il est temps de les confronter à la vérité. Nous avons trouvé mes parents dans la salle d'attente où nous les avions laissés. Ma mère serrant un mouchoir et mon père regardant son téléphone. Tommy, Dieu merci, a dit ma mère. As-tu pu arranger le financement? J'ai pu arranger certaines choses, ai-je dit en m'asseyant en face d'eux. Parlez-moi de votre propriété locative sur Maple Street. Le visage de mon père est devenu complètement blanc. Comment as-tu découvert ça, a murmuré ma mère. De la même manière que j'ai découvert vos 200 000 $ de compte d'investissement, ai-je répondu. Et le prêt sur valeur domiciliaire de 65 000 $ sur lequel vous avez menti à GEC. J'ai placé les registres imprimés sur la table basse entre nous. J'ai passé 1 heure au téléphone avec votre conseiller financier, Eddie Hartwell. Un type intéressant. Très bavard une fois qu'il a pensé que j'étais un client potentiel. Mes parents sont restés assis dans un silence stupéfait. Alors que je continuais, il m'a dit à quel point vous êtes fiers de mon éthique de travail. Comment vous pensez que cela renforce le caractère des jeunes de lutter financièrement? Comment vous vous êtes moqué de mes difficultés financières tout en construisant un portefeuille d'investissement avec de l'argent volé? Tommy, tu ne comprends pas, a commencé mon père. Je comprends parfaitement, ai-je interrompu. Vous m'avez systématiquement volé pendant des années tout en accumulant suffisamment de richesses pour payer nos 2 opérations sans même toucher à vos investissements principaux. Vous m'avez appris la valeur du travail acharné en vous assurant que je n'en bénéficie jamais. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Nous pensions. Nous voulions nous assurer que tu développes de bonnes habitudes de travail. En me volant? En falsifiant ma signature sur des documents de prêt?
En dépensant l'argent de mon opération pour une fête pendant que Jake souffrait d'agonie. Sarah s'est penchée en avant. Vous avez assez d'argent pour payer l'opération de Jake dès maintenant, ce soir, sans affecter du tout votre sécurité financière à long terme. Cet argent est pour notre retraite, a dit faiblement mon père. Et l'argent de Tommy était pour son opération, a répondu Sarah. Les primes d'assurance de Jake étaient pour ses soins médicaux. Où se situe votre responsabilité envers vos enfants dans votre planification de la retraite? Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant le parking où les ambulances continuaient d'arriver avec d'autres familles confrontées à leur propre crise. Voici ce qui va se passer, ai-je dit sans me retourner. Vous allez payer pour l'opération de Jake en utilisant votre propre argent. Tout, y compris les soins de suivi et la rééducation dont il a besoin. Tommy, a commencé ma mère. Je n'ai pas fini, ai-je dit en me retournant pour leur faire face. Vous allez me rembourser chaque centime que vous m'avez volé, avec des intérêts calculés au même taux que les prêts que vous avez contractés à mon nom, et vous allez le faire immédiatement, pas en plusieurs fois. Les épaules de mon père se sont affaissées. Ce serait la plupart de nos actifs liquides. Bien, ai-je dit. Peut-être que vous comprendrez alors ce que ça fait de s'inquiéter pour l'argent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le SMS de Jake. Oh, et une dernière chose. Jake a enregistré toute votre confession tout à l'heure. Chaque aveu de vol, chaque explication de vos justifications, chaque détail sur la façon dont vous nous avez manipulés tous les deux. La couleur a quitté leurs deux visages. Il quoi, a murmuré ma mère. Un gamin intelligent, mon frère. Plus intelligent que vous ne le pensiez. Certainement plus intelligent que ce à quoi vous vous attendiez quand vous voliez de l'argent et que vous mentiez à ce sujet. Je leur ai montré le message de Jake sur mon téléphone. Il m'a envoyé ça pendant que nous étions dehors. Il sait tout et il a la preuve de tout. Mes parents se sont regardés avec l'expression de personnes qui venaient de réaliser que leur monde entier s'effondrait autour d'eux. Maintenant, ai-je dit, allons payer pour l'opération de Jake afin qu'il puisse commencer à se remettre des dommages que vous avez causés. La marche jusqu'à la chambre de Jake ressemblait à un cortège funèbre. Mes parents se déplaçaient d'un pas traînant, celui de personnes complètement vaincues. Tandis que Sarah et moi les flanquions comme des gardes escortant des prisonniers, les couloirs stériles de l'hôpital résonnaient du bruit de nos pas et du bip lointain des équipements médicaux. Jake était réveillé quand nous sommes entrés dans sa chambre, calé sur des oreillers, son téléphone à la main. La couleur était revenue sur son visage, mais ses yeux contenaient un mélange de douleur et de détermination que je n'avais jamais vu auparavant. « Tu leur as dit ?» m'a-t-il demandé directement. Je leur ai parlé de l'argent, ai-je répondu. Tout. Jake a regardé nos parents qui restaient près de la porte, comme s'ils avaient peur de s'approcher. J'ai tout entendu ce que vous avez dit dans la salle à manger, leur a-t-il dit. À propos de l'argent volé, des signatures falsifiées, de la façon dont vous pensiez que c'était bon pour le caractère de Tommy de lutter. Jake, nous pouvons expliquer, a dit notre mère en se dirigeant vers son lit. Arrête, a dit fermement Jake. Je ne veux pas entendre d'explication. Je veux vous entendre admettre ce que vous avez fait. Notre père s'est raclé la gorge. Fils, la situation financière est compliquée. Ce n'est pas compliqué du tout, a interrompu Jake, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des mois. Vous avez volé Tommy pendant des années. Vous l'avez fait travailler jusqu'à l'épuisement pendant que vous construisiez des portefeuilles d'investissement. Vous avez dépensé l'argent de son opération pour ma fête d'anniversaire et vous m'avez laissé penser que vous vous sacrifiez pour moi. Jake a brandi son téléphone. J'ai tout enregistré depuis que Tommy est parti pour le bureau tout à l'heure, y compris la partie où vous avez admis que vous pouviez vous permettre mon opération, mais que vous ne vouliez pas toucher à vos fonds de retraite. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le bip régulier du moniteur cardiaque de Jake. Nous avons travaillé dur pour cet argent, a finalement dit notre père. Tommy a aussi travaillé dur pour son argent, a répondu Jake. Mais ça ne vous a pas empêché de le prendre. J'ai observé les visages de mes parents alors que tout le poids de leur situation devenait clair. Ils étaient piégés entre leur propre cupidité et l'urgence médicale de leur fils, avec 2 témoins et des preuves enregistrées de leurs crimes. Que veux-tu que nous fassions, a demandé notre mère, les larmes coulant sur ses joues. Je veux que vous payiez pour mon opération, a dit Jake. En utilisant votre propre argent. Et je veux que vous remboursiez à Tommy tout ce que vous lui avez volé. C'est la plupart de nos économies, a protesté notre père. L'argent de l'opération de Tommy était aussi la plupart de ses économies, a dit froidement Sarah.
La différence, c'est qu'il a gagné son argent légalement. Jake s'est agité dans son lit, grimaçant de douleur. Il y a autre chose, a-t-il dit. J'ai réfléchi à cette situation et j'ai réalisé que vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé la confiance. Vous avez volé ma relation avec mon frère. Il a regardé directement nos parents. Pendant des années, j'ai pensé que Tommy était égoïste. Je pensais qu'il avait de l'argent et qu'il ne voulait tout simplement pas aider la famille. Je lui en voulais d'avoir réussi alors que je luttais. Je ne savais pas qu'il luttait aussi parce que vous preniez son argent pour me le donner. Nous essayons de vous aider tous les deux, a dit faiblement notre mère. En nous montant l'un contre l'autre, a répondu Jake. En faisant croire à Tommy que j'étais gâté et ingrat et en me faisant croire qu'il ne se souciait pas de la famille. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Jake avait raison. La manipulation de nos parents avait endommagé notre relation pendant des années, nous faisant nous voir l'un l'autre comme le problème au lieu de reconnaître la véritable source du dysfonctionnement de notre famille. Je veux savoir quelque chose, a continué Jake. Quand vous avez utilisé l'argent de l'opération de Tommy pour ma fête d'anniversaire, avez-vous même pensé qu'il pouvait aussi avoir mal? Le visage de notre mère s'est décomposé. Nous pensions que sa blessure était moins grave. Il ne s'est jamais plaint. Parce que ce n'est pas un plaignant, a dit Jake. Parce qu'il a été élevé pour être responsable et autonome. Parce que vous lui avez appris que demander de l'aide était une faiblesse. Jake s'est tourné vers moi. Tommy, montre-leur l'enregistrement que je t'ai envoyé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué le message de Jake de tout à l'heure. Sa voix a rempli la pièce. Tommy, ne te blâme pas pour ça. Je sais ce qu'ils t'ont fait. J'ai tout enregistré sur mon téléphone avant l'arrivée de l'ambulance. Ils ne peuvent plus mentir. Mais il y avait plus dans l'enregistrement que je n'avais pas entendu auparavant. La voix de Jake a continué. Maman, papa, si vous écoutez ça plus tard, je veux que vous sachiez que je préférerais être paralysé plutôt que de laisser Tommy se sacrifier davantage pour vos erreurs. Il en a assez fait. Il a assez donné. Si vous m'aimez un tant soit peu, vous paierez cette opération vous-même et laisserez Tommy tranquille. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des sanglots étouffés de notre mère. Jake, a commencé notre père. Je n'ai pas fini, a dit Jake. J'ai fait mes propres erreurs. J'ai été paresseux et irresponsable, et j'ai profité de la générosité de Tommy sans me demander d'où venait l'argent. Mais j'en ai fini d'être votre pion dans ce jeu, il a lutté pour atteindre sa table de chevet et a sorti une enveloppe en manille. Ce sont des copies de tous mes dossiers médicaux, a-t-il dit, y compris les résultats de l'IRM qui montrent que j'ai besoin d'une opération plus urgemment que Tommy. Je les donne à Tommy pour qu'il puisse prendre la décision sur ce qui va se passer ensuite. Jake m'a tendu l'enveloppe. Si tu veux me laisser subir les conséquences de leur choix, je comprendrai. Si tu veux m'aider malgré tout ce qu'ils ont fait, je te serai reconnaissant. Mais quelle que soit ta décision, c'est ton choix, pas le leur. J'ai regardé l'enveloppe, comprenant la position impossible dans laquelle Jake me mettait. Il me donnait le pouvoir de décider de son sort tout en précisant que nos parents n'auraient plus leur mot à dire. Il y a encore une chose, a dit Jake, sa voix se fatiguant de l'effort de parler. J'ai 25 ans. Je suis un adulte, et j'en ai fini de les laisser prendre des décisions pour moi. Il a regardé directement nos parents. Après que tout ça soit terminé, quelle que soit la fin, je ne veux plus vous revoir jusqu'à ce que vous ayez remboursé chaque centime que vous avez volé à Tommy et que vous vous soyez excusé publiquement auprès de lui pour ce que vous avez fait. Jake, tu ne peux pas être sérieux, a plaidé notre mère. Je suis très sérieux, a répondu Jake. Tommy a été plus un parent pour moi ces derniers mois que l'un de vous deux ne l'a été depuis des années. C'est lui qui m'a conduit au rendez-vous chez le médecin. C'est lui qui a fait des recherches sur mon état. C'est lui qui s'est assez soucié pour remarquer que je souffrais. La voix de Jake s'est légèrement brisée. Et vous l'avez récompensé en lui volant son argent et en le dépensant pour une fête. Notre père a finalement pris la parole. Nous paierons l'opération et nous rembourserons Tommy, mais tu dois comprendre. Nous pensions que nous faisions ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait? A répété lentement Jake. Dis-moi, papa. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ton fils a besoin d'une opération et que tu as l'argent pour la payer? La payer, a admis notre père. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu voles ton autre fils depuis des années? Notre père n'a pas pu croiser le regard de Jake. Arrêtez de voler et le rembourser.
Alors pourquoi, a demandé Jake, sa voix s'élevant malgré sa douleur. A-t-il fallu que je sois sur le point de mourir pour que vous compreniez ce qu'il fallait faire? Personne n'avait de réponse à cette question. Jake s'est tourné vers moi. Tommy, je dois te dire autre chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Il a fait une pause, rassemblant ses forces. J'ai été jaloux de toi toute ma vie. Pas à cause de l'argent ou du succès, mais parce que tu as de l'intégrité. Tu travailles pour ce que tu veux. Tu assumes la responsabilité de tes erreurs. Tu aides les gens même quand ils ne le méritent pas. J'ai passé tellement d'années à souhaiter être comme toi au lieu d'essayer réellement de devenir comme toi. Les larmes m'ont rempli les yeux alors que Jake continuait. Je ne mérite pas ton aide. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je te promets que si je survis à cette opération, je passerai le reste de ma vie à essayer de devenir le genre d'homme que tu as toujours été. J'ai pris l'enveloppe en manie des mains de Jake, sachant que quelle que soit la décision que je prendrais, elle définirait non seulement son avenir, mais l'avenir de toute notre famille. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais encore une carte à jouer. Je suis sorti de la chambre d'hôpital de Jake sans dire un mot, laissant mes parents debout à côté de son lit avec des expressions de terreur confuses. Sarah m'a suivi dans le couloir où j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement de Jake. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé. « Je pense qu'il est temps que tout le monde sache la vérité », ai-je dit en téléchargeant les enregistrements de Jake sur mes comptes de médias sociaux. Nos parents ont menti à toute notre famille pendant des années. Il est temps de voir comment ils aiment être exposés. J'ai tapé une simple légende, mes parents ont dépensé l'argent de mon opération pour la fête d'anniversaire de mon frère, puis ont admis qu'ils me volaient depuis des années tout en cachant 200 000 $ d'investissement. Mon frère a failli mourir ce soir parce qu'ils ont aussi dépensé l'argent de ses primes d'assurance pour la fête. Écoutez-les tout avouer. J'ai tagué tous les membres de la famille que je pouvais trouver. Oncle David, tante Suzanne, mes cousins, nos voisins, les amis de la famille et mes collègues de l'atelier de réparation automobile. Puis je l'ai posté sur les groupes Facebook de la communauté locale où mes parents étaient des membres actifs. « Tommy, es-tu sûr de ça ?» a demandé Sarah. « Une fois que c'est là dehors. »« Ça aurait dû être là dehors il y a des années, » ai-je dit. Ils ont joué les victimes tout en volant leurs propres enfants. Tout le monde mérite de savoir quel genre de personnes ils sont vraiment. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. Le premier appel est venu de l'oncle David, le jeune frère de mon père. « Tommy, je viens d'écouter cet enregistrement. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas réel. » Chaque mot est réel, oncle David. J'ai des relevés bancaires, des documents de prêts falsifiés et des preuves de fraude financière remontant à 3 ans. Il y a eu une longue pause. Je me suis toujours demandé comment Frank pouvait se permettre ce nouveau bateau l'été dernier avec son salaire, et comment Jake pouvait si bien vivre sans beaucoup travailler. J'aurais dû poser plus de questions. Ils sont doués pour cacher les choses, ai-je dit. Jake est à l'hôpital en ce moment et a besoin d'une opération d'urgence et ils refusent de la payer parce qu'ils ne veulent pas toucher à leur compte d'investissement. Quel hôpital ? A demandé immédiatement oncle David. J'arrive. En moins d'1 heure, la salle d'attente de l'hôpital se remplissait de membres de la famille. Oncle David est arrivé le premier, suivi de ma cousine Maria et de son mari Steve. Tante Suzanne est descendue de Portland avec ses fils adolescents. Même Madame Henderson d'à côté s'est présentée, apportant un plat en cocotte et affichant une expression de colère vertueuse. La réponse de la communauté a été rapide et impitoyable. Les téléphones de mes parents sonnaient constamment avec des appels d'amis, de voisins et de membres de la famille élargie qui avaient entendu les enregistrements. Les groupes Facebook locaux explosaient de commentaires de personnes partageant leurs propres histoires sur le comportement manipulateur de mes parents. Madame Patterson d'en face a posté: « Je me suis toujours demandé pourquoi Tommy avait l'air si fatigué et mince alors que Frank et Carol se vantaient de leur rendement d'investissement. Maintenant, je sais qu'ils volaient littéralement leur propre fils. » Les anciens amis de lycée de Jake partageaient des histoires sur la façon dont mes parents l'avaient toujours traité comme un enfant chéri tout en me rejetant comme le responsable qui n'avait pas besoin d'aide. Mon collègue Danny a posté: « Tommy mange des sandwichs au Bologne pour le déjeuner tous les jours depuis 2 ans tout en faisant des heures supplémentaires pour économiser pour son opération. Pendant ce temps, ses parents lui volaient son argent pour organiser des fêtes. » C'est écœurant. Mais la réponse la plus dévastatrice est venue du père Mackenzie de l'église catholique Saint-Maries, où mes parents avaient été des membres actifs pendant 20 ans.
Il a posté une longue réponse sur la page Facebook de l'église. « Je suis profondément attristé d'apprendre l'abus financier qui s'est produit au sein d'une de nos familles paroissiales. Voler ses propres enfants viole les principes chrétiens fondamentaux d'amour, d'honnêteté et de bonne gestion. Frank et Carol Thompson ne sont plus les bienvenus pour participer à la direction de l'église jusqu'à ce qu'ils aient fait une restitution complète et cherché un conseil approprié. Le cercle social de mes parents s'est effondré en temps réel. Les amis du country club qui avaient admiré leur succès financier. Le club d'investissement qu'ils avaient rejoint pour se vanter de la performance de leur portefeuille. L'association de quartier où mon père était trésorier. Tout le monde prenait ses distances le plus rapidement possible. Oncle David m'a trouvé dans la cafétéria de l'hôpital vers 21h. « Je viens de parler à tes parents », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Ils prétendent que tout cela est un malentendu. Quel genre de malentendu implique 3 ans de signatures falsifiées et de vols systématiques, ai-je demandé. C'est exactement ce que j'ai dit, a répondu oncle David. Tommy, je veux proposer quelque chose. Je paierai les 2 opérations, la tienne et celle de Jack. Le montant total, sans poser de questions. Je l'ai regardé fixement. Oncle David, c'est incroyablement généreux, mais... Mais rien, a-t-il interrompu. J'ai regardé Frank manipuler les gens toute ma vie. J'aurais dû intervenir il y a des années quand j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il a sorti son téléphone et m'a montré son application bancaire. J'ai l'argent, plus qu'assez. Et franchement, je préférerais le dépenser pour aider mes neveux plutôt que de regarder Frank continuer à profiter de sa fraude. Je ne peux pas te demander de faire ça. Tu ne demandes pas, j'offre. Et il y a des conditions, a dit oncle David. Frank et Carol me remboursent chaque centime qu'ils t'ont volé, avec intérêt. Ils s'excusent publiquement auprès de toi et de Jack, et ils suivent une thérapie pour leurs problèmes d'abus financiers. Oncle David s'est penché en avant. Tommy, j'ai réussi en affaires pendant 30 ans. Tu sais ce que j'ai appris? Les gens qui volent leur famille voleront n'importe qui. Tes parents vont faire face à des conséquences bien au-delà de la perte d'un certain statut social. Comme par hasard, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant montrait le lieu de travail de mon père. Tommy Thompson, a répondu une voix. Oui. C'est Patricia Williams, directrice des ressources humaines à la First National Bank. Votre père, Frank Thompson, travaille ici depuis 15 ans en tant que chargé de prêt. Mon estomac s'est noué. Est-ce à propos des enregistrements? Plusieurs membres de la communauté nous ont contactés aujourd'hui au sujet de la situation de votre famille. Étant donné la nature du poste de votre père, qui gère les affaires financières d'autres personnes, nous devons mener une enquête approfondie sur sa conduite. Elle a fait une pause. Je vous appelle pour vous informer que votre père a été suspendu en attendant un audit complet de tous les prêts qu'il a traités au cours des 5 dernières années. J'ai raccroché et j'ai raconté à oncle David ce qui s'était passé. Ça ne s'arrête pas là, a-t-il dit. Le poste de bénévole de ta mère au centre pour personnes âgées a été révoqué. Apparemment, elle avait accès aux informations financières des résidents âgés pour leur programme d'aide. Il s'inquiète d'un éventuel abus de personnes âgées. L'ampleur de la situation de mes parents devenait claire. Leurs crimes financiers n'étaient plus seulement des affaires de famille. Ils avaient détruit leur réputation professionnelle, perdu leur statut social et risqué potentiellement des poursuites pénales. Vers 22h30 ce soir-là, Jack m'a envoyé un SMS depuis son lit d'hôpital, l'opération est prévue pour 6h demain matin. Oncle David a déjà parlé au bureau financier. Tout est payé. Je suis retourné dans sa chambre et je l'ai trouvé assis, l'air plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? Ai-je demandé en désignant la fenêtre où nous pouvions voir les voitures dans le parking rempli de membres de la famille venus nous soutenir. Honnêtement, a dit Jack. Je me sens libre pour la première fois de ma vie. Je n'ai plus à faire semblant d'être parfait. Je n'ai plus à répondre à leurs attentes. Je peux juste me concentrer sur ma guérison et sur la découverte de qui je suis vraiment. Il a fait une pause. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon frère. Je me suis assis sur la chaise à côté de son lit. Tu ne m'as jamais perdu, Jack. J'ai toujours été là. Je ne savais juste pas comment t'aider sans les encourager. Tu m'as aidé quand même, a dit Jack. Tu m'as conduit au rendez-vous. Tu as fait des recherches sur mon état. Tu as compris ce qui n'allait vraiment pas quand ils étaient trop occupés à planifier des fêtes pour remarquer que je souffrais.
Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, écoutant les bruits de l'hôpital autour de nous. Tommy, a finalement dit Jake. Qu'est-ce qui se passe après mon opération? Pour eux, je veux dire. J'ai regardé par la fenêtre les membres de la famille toujours rassemblés dans le parking. Des gens qui avaient conduit des heures pour nous soutenir une fois qu'ils avaient appris la vérité. Je pense qu'ils vont apprendre ce que ça fait de faire face aux conséquences de leurs actions, ai-je dit. Et peut-être que s'ils sont prêts à faire le travail, ils pourraient devenir de meilleures personnes. Tu penses qu'ils peuvent changer? J'ai réfléchi à la question. Je ne sais pas, mais pour la première fois de notre vie, ils vont devoir essayer. 6 mois plus tard, je me tenais à l'entrée de la clinique de physiothérapie de Jake, regardant mon frère aider une femme âgée à faire ses exercices. Ses mouvements étaient confiants et sans douleur. Son sourire était sincère alors qu'il l'encourageait dans ses progrès. La transformation était remarquable, non seulement physiquement, mais dans tous les aspects de ce qu'il était devenu. Elle se porte très bien, a dit Jake en s'approchant après avoir terminé la séance. Il y a 3 semaines, elle pouvait à peine marcher 10 pieds. Maintenant, elle prévoit de courir un 5 km avec sa petite fille. Ça me rappelle quelque chose, ai-je dit en souriant. Sauf qu'au lieu de 5 km, tu prévois d'ouvrir ta propre clinique. Le visage de Jake s'est illuminé. L'approbation du prêt est arrivée. Je lui ai tendu l'enveloppe de la First Community Bank. Félicitations, partenaire commercial. Jake avait obtenu son diplôme de l'école de physiothérapie avec les meilleures notes de sa classe, découvrant une passion pour aider les autres qui avait surpris tout le monde, y compris lui-même. Le travail était stimulant et significatif. Rien à voir avec les fêtes sans but qui avaient défini le début de sa vingtaine. Je n'arrive toujours pas à croire que tu veuilles être mon partenaire commercial, a dit Jake en ouvrant la lettre d'approbation. Après tout ce qui s'est passé. Tu as fait tes preuves au cours des 6 derniers mois, ai-je dit. Et puis, quelqu'un doit t'empêcher de travailler 20 heures par jour. C'était vrai. Jake s'était jeté dans ses études et sa rééducation avec une intensité qui frisait l'obsession. Comme s'il essayait de rattraper des années de temps perdu, je devais constamment lui rappeler de prendre des pauses et de maintenir un équilibre dans sa vie. Mon atelier de réparation automobile était devenu le garage indépendant le plus prospère de la ville, en grande partie grâce aux recommandations de bouche à oreille des membres de la communauté qui nous avaient soutenus pendant la crise. Le travail honnête et les prix justes avaient gagné la fidélité des clients qu'aucune publicité n'aurait pu acheter. Sarah et moi nous étions mariés lors d'une cérémonie simple chez l'oncle David, entourés des membres de la famille qui s'étaient ralliés à nous. Le mariage était tout ce que nous voulions, intime, significatif et totalement dépourvu de drame. Mes parents n'avaient pas été invités. Comment vont-ils, a demandé Jake comme s'il lisait dans mes pensées. Nos parents avaient passé les 6 derniers mois en thérapie financière intensive et en thérapie, travaillant lentement à comprendre les dommages qu'ils avaient causés. Le processus avait été humiliant et douloureux pour eux, mais nécessaire pour tout espoir de réconciliation éventuelle. Mieux, je pense, ai-je dit. Ils ont terminé les paiements de restitution le mois dernier. Oncle David dit qu'ils assistent réellement aux séances de thérapie au lieu de simplement se présenter. Frank avait perdu son emploi à la banque, mais avait trouvé du travail comme comptable pour une petite organisation à but non lucratif, gagnant moins de la moitié de son salaire précédent. Carol avait pris un poste à temps partiel dans une épicerie. Son premier emploi rémunéré en 20 ans. L'ajustement de leur style de vie avait été spectaculaire, mais il leur avait aussi donné une perspective qu'ils n'avaient jamais eue. « Es-tu prêt pour aujourd'hui » a demandé Jake. Aujourd'hui, c'était Thanksgiving, exactement 1 an après la confrontation qui avait tout changé. Nous organisions le dîner chez moi pour la première fois, avec oncle David, tante Suzanne et plusieurs cousins qui se joignaient à nous. Et pour la première fois en 6 mois, nos parents avaient été invités. Je pense que oui, ai-je dit. Sarah cuisine depuis hier. Oncle David apporte sa fameuse farce, et tu es responsable de ne pas t'effondrer de manière dramatique pendant le dîner. Jake ri. Je vais essayer de me contenir. Les conditions de l'invitation de nos parents avaient été claires, des excuses publiques à nous deux, une restitution financière complète, 6 mois de thérapie et un engagement écrit à poursuivre la thérapie. Ils avaient rempli toutes les exigences, bien que le travail émotionnel soit loin d'être terminé. À 15 heures, les voitures ont commencé à arriver à notre petite maison. Oncle David et tante Suzanne sont arrivés les premiers, apportant des plats et des étreintes chaleureuses. Mes cousins ont suivi avec leurs enfants,
remplissant la maison de rire et d'une énergie qui manquait à nos réunions de famille depuis des années. À 15h30, la voiture de mes parents s'est garée dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils restaient assis un moment, rassemblant leur courage. Ils avaient l'air plus âgés que leurs 58 et 56 ans, le stress et les conséquences de leurs actions ayant laissé des traces visibles, mais ils avaient aussi l'air plus humbles, plus authentiques que je ne les avais jamais vus. Jake m'a rejoint à la fenêtre. Ils ont l'air nerveux, a-t-il observé. Bien, ai-je dit. Ils devraient être nerveux. Ils essaient de reconstruire des relations qu'ils ont passé des années à détruire. Sarah est apparue à côté de nous, portant le tablier que je lui avais acheté pour notre premier Thanksgiving en tant que couple marié. Je les laisse entrer, ou allez-vous les faire attendre sur le porche toute la soirée? J'ai ouvert la porte avant que mes parents ne puissent frapper. Maman, papa. Tommy, a dit doucement ma mère, tenant un petit paquet emballé. Merci de nous avoir invités. Ne me remercie pas encore, ai-je dit en m'écartant pour les laisser entrer. Vous n'avez pas encore passé le dîner. L'après-midi a été gênant, mais pas hostile. Mes parents se sont assis tranquillement pendant que l'oncle David racontait des histoires sur l'entreprise familiale. Ils ont écouté Jake décrire son programme de physiothérapie et ses futurs projets de clinique. Ils ont regardé Sarah et moi nous déplacer ensemble dans la cuisine, clairement heureux et bien assortis en tant que couple. Lorsque nous nous sommes assis pour manger, l'oncle David a demandé à chacun de partager quelque chose dont il était reconnaissant. Les réponses allaient de la santé et de la famille aux nouvelles opportunités et aux secondes chances. Quand ce fut le tour de mon père, il s'est raclé la gorge nerveusement. Je suis reconnaissant pour les conséquences, a-t-il dit, surprenant tout le monde. Je sais que ça semble étrange, mais cette dernière année m'a appris que les conséquences sont un cadeau. Elles vous forcent à voir la vérité sur vous-même et sur les dommages que vous avez causés. Il a regardé directement Jake et moi. Je suis reconnaissant que mes fils aient été assez forts pour me tenir tête quand j'avais tort. Je suis reconnaissant que ma famille se soit assez souciée pour me tenir responsable. Et je suis reconnaissant d'avoir la chance d'essayer de regagner votre confiance, même si je sais que je n'y parviendrai peut-être jamais complètement. Ma mère s'est essuyé les yeux avec sa serviette. Je suis reconnaissante pour la thérapie, a-t-elle dit avec un léger rire. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais en apprendre davantage sur l'abus financier et la manipulation émotionnelle a été une révélation. Je suis reconnaissante de pouvoir enfin voir à quel point j'ai causé de la douleur et de commencer à essayer de la guérir. Quand ce fut mon tour, j'ai regardé autour de la table les visages qui étaient devenus véritablement solidaires au cours de l'année écoulée. Je suis reconnaissant pour la vérité, ai-je dit. Même quand elle était douloureuse à entendre et difficile à dire. La vérité vous donne les bases pour construire de vraies relations au lieu de celles basées sur la manipulation et les mensonges. J'ai qu'à parler en dernier. Je suis reconnaissant d'avoir touché le fond, a-t-il dit, suscitant des regards surpris de la part de l'assistance. Parce que c'est là que j'ai appris la différence entre tomber et être mis à terre. Quand on tombe à cause de ses propres choix, on peut se relever et faire des choix différents. Quand on est mis à terre par l'égoïsme des autres, on peut se relever et refuser d'être mis à terre à nouveau. Il a levé son verre d'eau. À se relever. Après le dîner, mes parents ont demandé à nous parler en privé, à Jake et moi. Nous sommes sortis sur le porche arrière où la soirée de novembre était fraîche et claire. Nous voulions vous donner ça, a dit ma mère en nous tendant à chacun une enveloppe. Ce n'est pas de l'argent, c'est autre chose. J'ai ouvert la mienne pour trouver une lettre manuscrite de plusieurs pages. Nous avons écrit chaque chose spécifique que nous avons faite de mal, a expliqué mon père. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque dollar que nous avons volé. Notre conseiller a dit que la responsabilité exige de la spécificité, pas seulement des excuses générales. J'ai parcouru la première page, voyant des aveux détaillés d'abus financiers, de manipulation émotionnelle et de favoritisme systématique qui nous avaient tous les deux blessés de différentes manières. Nous avons également écrit notre engagement à poursuivre la thérapie et les changements spécifiques que nous apportons à notre comportement, a ajouté ma mère. Non pas parce que nous attendons le pardon, mais parce que vous méritez de savoir que nous sommes sérieux dans notre volonté de devenir de meilleures personnes. Jake lisait sa lettre avec des larmes aux yeux. Ça a dû être difficile à écrire, a-t-il dit. La chose la plus difficile que nous ayons jamais faite, a admis mon père. Mais pas aussi difficile que de voir nos fils réussir sans nous, parce que nous étions trop égoïstes pour être les parents que vous méritiez. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait.
Je veux que vous sachiez, a finalement dit ma mère, que nous sommes fiers des hommes que vous êtes devenus malgré nos échecs, pas à cause de quoi que ce soit que nous ayons fait de bien. Tommy, ton intégrité et ton éthique de travail viennent de toi, pas de notre renforcement du caractère. Mon père a ajouté, Jake, ta compassion et ta détermination à aider les autres viennent de ton propre cœur, pas de notre encouragement. Vous êtes tous les deux devenus de bons hommes malgré nous, pas grâce à nous, a poursuivi ma mère. Et nous sommes reconnaissants que vous ayez mieux réussi que nous ne vous l'avions appris. Alors que nous rentrions, Jake m'a pris à part. Penses-tu qu'ils changeront vraiment? A-t-il demandé. J'ai regardé par la fenêtre nos parents aider Sarah à débarrasser, se déplaçant avec précaution et respect dans sa cuisine, demandant la permission avant de toucher quoi que ce soit. Je pense qu'ils essaient, ai-je dit. Le vrai changement prend des années, pas des mois. Mais ils ont fait tout ce que nous leur avons demandé, et ils continuent de faire le travail même quand c'est inconfortable. Est-ce que ça suffit? J'ai réfléchi à la question. C'est suffisant pour commencer à reconstruire la confiance lentement, avec des limites et avec la compréhension que gagner le pardon est un processus, pas un événement. J'ai qu'à hocher la tête. Je peux vivre avec ça. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les membres de la famille commençaient à rentrer chez eux, l'oncle David m'a pris à part. Vous les garçons, vous avez géré toute cette situation avec plus de sagesse que la plupart des adultes de 2 fois votre âge, a-t-il dit. Vous vous êtes défendus sans devenir cruel. Vous avez tenu les gens responsables sans chercher à vous venger, et vous avez trouvé un moyen de garder la porte ouverte à la guérison sans vous rendre vulnérable à de nouveaux abus. Nous avons eu de bons exemples, ai-je dit en regardant la famille élargie qui nous avait soutenus. Et de bons conseillers qui nous ont appris la différence entre le pardon et l'encouragement. Oncle David a souri. Votre grand-mère serait fière des hommes que vous êtes devenus. Elle disait toujours, la meilleure vengeance contre les gens qui vous blessent est de devenir si réussis et heureux que leur opinion cesse d'avoir de l'importance. Alors que je nettoyais la cuisine ce soir-là, Sarah est venue derrière moi et m'a enlacé. Bonne première Thanksgiving en tant qu'hôte, a-t-elle demandé. Parfaite première Thanksgiving en tant qu'hôte, ai-je répondu en me tournant pour lui faire face. Même les parties difficiles. Penses-tu que les choses continueront de s'améliorer? J'ai regardé notre petite maison remplie de la chaleur de relations familiales authentiques et d'une communication honnête. Je pense que nous avons appris que le mieux n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous créez en faisant de bons choix chaque jour et en refusant de laisser le dysfonctionnement des autres définir votre vie. La vérité, c'est que j'avais appris que la vraie famille n'était pas une question de lien de sang ou d'obligation. La vraie famille, c'était des gens qui se présentaient les uns pour les autres avec honnêteté, qui se tenaient mutuellement responsables avec amour, et qui soutenaient la croissance de l'autre même quand c'était difficile. Jake avait appris à assumer la responsabilité de ses choix tout en attendant le respect et l'honnêteté des autres. Nos parents apprenaient que l'amour exigeait le sacrifice de leur propre confort, pas le sacrifice du bien-être de leurs enfants. Et notre famille élargie avait appris que garder le silence sur les abus ne fait que les encourager. Plus important encore, nous avions tous appris que les conséquences ne sont pas des punitions. Ce sont des enseignants. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses actions afin qu'il ait l'opportunité d'apprendre et de grandir. Le jeune homme qui s'était assis à cette table de Thanksgiving un an auparavant, confus et blessé par la trahison de sa famille, était devenu quelqu'un qui comprenait la différence entre réparer les gens et les soutenir, entre encourager et aimer, entre le pardon et la sottise. Alors que j'éteignais les lumières de la cuisine et que je montais avec Sarah, je me sentais sincèrement reconnaissant pour la première fois depuis des années. Non seulement pour ce que j'avais, mais pour ce que j'avais appris. Non seulement pour les personnes qui m'avaient soutenu, mais pour la force que j'avais découverte en moi. Parfois, le plus grand cadeau n'est pas d'obtenir ce que l'on veut. Parfois, c'est d'obtenir exactement ce dont on a besoin pour devenir la personne que l'on a toujours été censé être. Maintenant, je veux vous demander quelque chose d'important. Avez-vous déjà eu à choisir entre encourager quelqu'un que vous aimez et le tenir responsable de ses actions? Comment avez-vous géré cet équilibre difficile entre la loyauté familiale et les limites personnelles? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous car votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre confronté à une situation similaire. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour soutenir plus de contenu comme celui-ci. Abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la façon de surmonter les défis familiaux et de trouver votre propre chemin vers le bonheur. Et s'il vous plaît, partagez cette histoire avec toute personne qui pourrait bénéficier d'entendre parler du pouvoir de la vérité,
de la responsabilité et de la guérison authentique. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et rappelez-vous, vous méritez des relations basées sur le respect, l'honnêteté et le soutien mutuel. Livestream costs money though, don't it? Get the free version, but it's not like as I know because I used It'll help you with more places at once. It does cost a little, yeah. Right now, at the time, which I used to use Lightstream when it was free. I used Lightstream when it was when I desperately needed to stream with a overlay. I just realized I can do something. It's just a little more limited, yeah. That was true. Yeah, that's what Toxic was saying because she used to. She said she used to use it, and there's ads everywhere. Like all things with a paywall, yeah. Ooh, what are you selling? These motherfuckers spawn like every 5 minutes. This guy could have been so much better. Squeeze. I do like how easy Livestream is to use. It's the only reason I keep. Okay. I also use Stream Elements. Oh, I use Mix It Up Bot still. I use oh my god, the shovel's about to break. I use Mix It Up Bot still. I use Streamlabs. I use Stream Elements. And I used to use Nightbot for like once or twice for like something small. Duckbots. Someone actually owns Duckbot, so I call him Duckbutt. Oh, don't worry about those condoms. They're way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. Baby cute. What games do you play now, Dark? Is it? Everything. So I'm guessing you don't play Call of Duty. Do you play PC? Or do you, are you on Xbox? They go well without me. I lost my... You lost your books. Mamma mia. Oh yeah, the lava. I don't know. Oh. Series X and PlayStation 5. I'm getting a copy of Deadpool. Oh, nice. Which Deadpool? I need a shovel. I need to go mining, but I feel Did she also drop the books?
Uh, I wanna be that It's guy. not. I believe all you have to do is go on the crafting table, type in